quand même une continuité des activités les plus essentielles à notre économie et à la vie des Français. Donc, plus que jamais, pendant cette crise, évidemment aux impacts dramatiques, nous menons une guerre. Le chef de l'État a employé ce terme, donc nous continuons à le mener, une guerre commune avec le gouvernement, et nous travaillons d'arrache-pied, main dans la main, avec les trois métropoles, avec Christian Estrosi, avec Hubert Falco, avec Martine Vassal, depuis le début dans le cadre de la task force que nous avons mise en place, présidée par mon ami et collègue Bernard Kleinhoff, et pour lequel qui nous permet de coordonner, si vous voulez, toutes les démarches de manière à aider les entrepreneurs. Donc, la task force, c'est quoi? C'est qui? C'est en réalité un tour de table avec la participation de l'État, de la région, des têtes régionales des chambres consulaires, de la chambre régionale des experts comptables, des commissaires aux comptes, des banques, etc. Donc voilà, toutes les personnes, toutes les forces autour d'un même projet afin d'apporter bien évidemment des dispositifs concrets aux entreprises de manière à les aider à passer ce cap difficile que nous sommes tous en train de vivre, plus particulièrement peut-être pour vous qui avez en plus des métiers saisonniers, pardon, donc c'est encore, ça vous réduit la saison, donc je comprends que l'impact il soit important sur votre secteur. Donc dans cette période de crise, l'État et les régions de France font preuve de solidarité. Je crois que le terme solidarité aujourd'hui prend tout son sens. Ils font preuve d'unité. C'est la raison pour laquelle le président Renaud Muselier a souhaité mettre un plan d'urgence et de solidarité capable d'amortir le choc de cette crise, bien entendu, ainsi qu'un plan de relance et d'investissement pour rétablir l'économie le plus rapidement possible, pour faire un après-crise. Donc aujourd'hui, ce plan global, c'est quoi? C'est 1,4 milliard d'euros qui a été budgétisé et présenté, tout en nous appuyant toujours sur nos partenaires. On nous dit toujours pourquoi vous êtes avec nos partenaires, parce que nos partenaires ont la proximité des entreprises, et je crois que c'est important de le souligner. Toujours évidemment en nous appuyant sur nos métropoles et nos territoires, car aujourd'hui plus que jamais, il faut, je crois, additionner nos forces, afin d'avoir une réelle capacité de rebond pour l'après. Alors, dans les mesures que nous avons prises, bien entendu, la réactivité est essentielle. Il faut aider le chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous sommes pleinement mobilisés pour les entreprises, pour les artisans, pour les commerçants, et notamment à travers cette enveloppe de 70 millions d'euros que nous avons adressée directement aux entreprises régionales avec la mise en place de plusieurs dispositifs. Ils sont au nombre de 7 et je vous les déclinerai tout à l'heure pour mieux comprendre comment et à qui ils sont destinés. Avec toujours des critères assouplis, parce que je crois qu'aujourd'hui, justement, le chef d'entreprise, vous-même, les artisans, les commerçants, avaient besoin de facilité d'accès à tout cet administratif. Il faut que ça soit qu'il y ait une vraie réactivité une fois qu'on a une fois qu'on a les plateformes, qu'on puisse s'enregistrer. Il faut que ça soit très simple, de manière à vous faire gagner du temps, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut se rappeler aujourd'hui que dans notre région, c'est 5 millions d'habitants. Sur les 5 millions d'habitants, nous avons 96% des entreprises qui sont des TPE-PME. Et sur ces 96%, ça génère 75% des emplois de notre région. Donc aujourd'hui, quand on sait que 98% des entreprises sont impactées, vous comprenez qu'il est important qu'on soit présent et qu'on accomplisse aujourd'hui notre mission de chef de file du développement économique en renfort de l'État, mais également avec tous les partenaires institutionnels. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous voulez, c'est que je vous décline les différentes mesures, les 7 mesures que nous avons mis en place à la région. Alors, la première des mesures pour lesquelles nous avons une enveloppe de 18 millions d'euros, c'est la subvention, et vous avez dû en entendre parler, j'imagine que vos experts comptables vous en ont parlé tout de suite,
les 18 millions au titre du Fonds national de solidarité. Alors, ce fonds de solidarité, c'est quoi? C'est 2 vagues. La première vague, une vague de 1 500 €, qui est, elle, dédiée par l'État. Il faut avoir une entreprise avec un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros et avoir fait une perte de chiffre d'affaires au mois de mars d'au moins 50% pour pouvoir en bénéficier. Pour pouvoir en bénéficier, il faut faire quoi? Il faut s'inscrire sur le site impôts.gouv, sur la page personnelle. C'est très simple, c'est une déclaration sur l'honneur, c'est très rapidement fait et normalement, les sommes vous sont délivrées dans les jours qui suivent, dans 4-5 jours suivants. Si cette vague n'était pas suffisante, nous avons créé, nous, région, la vague, on va dire, anti-faillite, qui complète ces premiers 1 500 €. C'est une aide de 2 000 € qui irait jusqu'à 2 000 € et qui vous permettrait justement d'éviter une faillite de votre société ou en tout cas de permettre le minimum pour survivre. Cette aide, elle sera attribuée à partir du 15 avril. C'est-à-dire que les demandes ne pourront se faire qu'à partir du 15 avril, là, sur le site de la région pour cette aide. Parce qu'elle complétera la première, donc il faut qu'il y ait toutes les démarches qui puissent être faites. À savoir que quand on bénéficie de ce FSE, on est éligible également au report de tout ce qui est facture de fluide. Donc, vous avez droit également au report de facture de fluide. Voilà pour ce qui est de ce premier dispositif qui, à mon sens, est important pour vous tous parce que je pense que vous pouvez en bénéficier. Le deuxième dispositif, c'est le fonds Covid Résistance. Alors, aujourd'hui, enfin, celui-là, je voudrais m'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que, bon, tous nos dispositifs, évidemment, ils peuvent être évolutifs, ils sont vivants, parce qu'on sait que les règles changent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, donc c'est parfois compliqué même de pouvoir suivre pour nous tous. Ce fonds, c'est un fonds qui est doté aujourd'hui de 20 millions d'euros, qui était de 10 millions d'euros la semaine dernière, mais aujourd'hui, c'est adossé à nous la Banque des Territoires en rajoutant 10 millions d'euros également. Donc, c'est à 20 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, nous l'avons proposé également à l'ensemble des collectivités régionales parce qu'il doit permettre d'apporter une solution territoriale complémentaire au Fonds régional d'urgence qui a été déployé par l'État. Et en réalité, ce que nous espérons, c'est qu'en fait, il soit démultiplié par les collectivités, les institutions, que les moyens financiers soient démultipliés pour que notre économie puisse survivre et puisse rebondir. Aujourd'hui, c'est le cas. Moi, aux dernières nouvelles, mais je pense que ça a encore évolué hier, 23 conseils des territoires participent. Je crois qu'on est aux alentours de 45 millions d'euros, donc c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde a ce sens de la solidarité. Alors, ce fonds, il sera dédié pour les entreprises, mais également les associations, parce que c'est important de le souligner. Les associations qui ont des salariés pourront bénéficier de la même manière que les entreprises. Donc, entreprises, associations de moins de 20 salariés, d'accord? Et c'est un prêt qui est compris entre 3 000 et 10 000 euros, sans garantie personnelle, à taux zéro et avec un différé d'amortissement de 18 mois. Ce prêt, il est en partenariat également avec le réseau Initiative sur lequel on peut s'appuyer pour faire les démarches. Voilà. Il va y avoir une plateforme qui va être mise en place pour justement faciliter l'accès à cette demande. Cette plateforme devrait être prête pour le 15 avril et ça sera pareil, des démarches administratives très simplifiées de manière à assouplir et à faciliter la vie du chef d'entreprise. La troisième démarche, c'est 18 millions qui sont injectés dans l'économie grâce à la mise en place d'un prêt rebond, cette fois-ci soutenu par la BPI, pour les TPE-PME. Il s'agit de quoi? C'est un prêt à taux zéro, de 10 000 à 300 000 euros pour toutes les entreprises de plus d'1 an d'existence, tous secteurs d'activité confondus, sauf secteur agricole, et j'y reviendrai après, puisque nous avons dédié une enveloppe spécifique au monde agricole. Là, pour le dépôt, il suffit d'aller sur la page de BPI France, www.bpifrance.fr, pour pouvoir enregistrer et faire sa demande. Le quatrième point, il s'agit de 10 millions cette fois pour de la garantie bancaire.
c'est avec le Région Sud Garantie. C'est destiné à toutes les TPE-PME de 0 à 250 salariés dans tous les secteurs d'activité, permettant de garantir des prêts bancaires de 1 000 à 1,8 million d'euros. Alors là, c'est à hauteur de 80%, bien entendu, la banque ayant après le reste de la garantie, mais nous sommes au maximum légal. C'est également pour les entreprises éligibles au FSE afin de sécuriser au mieux l'accès du financement bancaire. Et là, pareil, pour le dépôt, c'est sur le site de BPI France que vous pouvez avoir l'accès. Le 5e point, c'est les 5 millions que nous avons mis en place avec Région Sud Défensive. Région Sud Défensive est un outil que nous avons en permanence sur la région. Il fait partie des outils du Fonds d'intervention des entreprises régionales que nous avons mis en place lors de notre schéma régional de développement économique. C'est un fonds pour lequel nous avons 300 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature. Et là, nous avons donc 5 millions sur Région Sud Défensive. Il est là pour, en fait, ça peut être soit de la subvention, soit de l'avance remboursable. Et ce fonds existe pour aider les entreprises qui auraient une défaillance sur un moment temporaire pour éviter de perdre les emplois et surtout si on sait que c'est une entreprise qui a une forte chance de se développer et de développer également l'emploi pour après. Donc là, pour pouvoir bénéficier de ce fonds, il faut le déposer sur le portail subvention de la région. Et le dernier point, qui est justement 5 millions, qui sont dédiés aux agriculteurs. Donc, sur ces 5 millions, nous avons 4 millions qui vont être des prêts pour les agriculteurs qui ont une perte de revenus d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires, comme le reste, mais également 1 million d'euros de subventions qui leur sera adressée directement en fonction de leur dossier. Je crois que c'est important de le rappeler parce que nous avons quand même une région qui est une des premières régions agricoles en France et qu'ils ont besoin de sentir que la région, en dehors de l'économie, c'est les entreprises, mais c'est aussi et beaucoup les exploitations agricoles. Et je crois que c'est important qu'ils soient pris en compte et qu'ils se rendent compte qu'on a une enveloppe qui leur soit dédiée totalement. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour des différents points que nous avons mis en place à la région pour vous aider les uns les autres. Sachez que sur le site de la région, pour lequel je vous incite à aller voir, notamment la page entreprise, enfin vous allez directement sur Google, vous tapez entreprise au pluriel .maregionsud.fr, vous retrouvez toutes les infos que je viens de vous faire partager d'une part, mais également tous les portails nécessaires qui pourront répondre à vos questions, sûrement qu'on va évoquer ensemble maintenant. Très bien, super. Merci pour cette présentation claire, Isabelle. En effet, oui, j'allais revenir dessus. Vous avez fait une page spécifique pour l'entreprise Covid-19, hein, comme la CCI l'a fait. Vous aussi, elle est très bien faite et vous retrouvez tous les liens pour les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, tous les liens qui permettent d'accéder à toutes ces aides. Voilà, le principe est en effet, comme vous avez dit, question-réponse, question courte, réponse courte. Voilà, je laisse un peu si même des institutionnels ont des questions à poser. Hein, c'est le principe de ces visios. Profitons-en. Madame Savon est là et disponible pour vous. Je laisse la parole. Il suffit de soit lever la main, soit prendre la parole. Ne décochez bien votre micro. Hein. Une question sur Aymeric Besson, une question sur la mesure des 1 500 € de l'État qu'on déclenche sur les impôts. Je l'ai fait à titre perso pour mon entreprise d'assurance et mon associé sur le petit train l'a fait. Donc là, nous, pour le petit train, on est dans la mesure de fermeture administrative. Et ce qui m'étonne, c'est que sur les documents qu'on avait reçus du gouvernement de la région, il était bien indiqué que en fait, c'était soit on avait droit à 1 500 € parce qu'on avait une baisse de 50% du chiffre d'affaires au mois de mars 2020 par rapport à mars 2019, soit une aide de 1 500 € s'il y avait une fermeture administrative, mais sans condition de perte de chiffre d'affaires. Si vous regardez bien à chaque fois tous les documents, il y a bien marqué « ou », il n'y a pas marqué « et ». Et sur le site des impôts, il faut les deux conditions. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un bug de l'administration ou c'est un bug du document? Alors, peut-être je peux répondre, collaborateur des députés. Aymeric,
Donc, d'après ce que je sais, c'est qu'en fait, oui, tu peux être éligible automatiquement si tu as eu une fermeture administrative, mais par contre, l'aide sera à hauteur du chiffre d'affaires perdu sur la même période. Donc, il faut quand même justifier une perte de chiffre d'affaires dans tous les cas. D'accord, donc c'est le document qui n'était pas forcément clair. C'était bien ou, hein, ça c'est clair dans le décret, c'est ou la fermeture ou 50% de perte de chiffre d'affaires. Il faut s'en remettre au décret toujours en dernier recours. Ouais, donc si c'est ou, c'est pas les deux conditions, tu vois, c'est pour ça que ça paraissait pas évident. Oui, mais par exemple, si tu as fermé et que tu n'as perdu que 500 €, tu n'auras une aide que de 500 €. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, moi, je veux juste intervenir, c'est que je n'ai pas tout le monde sur mon écran. Et du coup, je n'ai pas entendu il y a un député qui est présent, c'est ça? Non, je suis le collaborateur du député Joël Giraud des Hautes-Alpes. D'accord, ok, bonjour, désolée, parce que je n'ai pas tout le monde qui m'apparaît sur mon écran. Moi, j'ai peut-être… Je n'ai pas mis la vidéo parce que j'ai une connexion exécrable, mais j'essaierai peut-être la prochaine. Pas de souci. En fait, Madame Savon, juste le petit conseil technique, vous avez un iPad, on le voit parce que c'est inscrit sous votre visage. C'est ça. Et en fait, vous pouvez déplacer latéralement toutes les images et vous voyez le reste du groupe. Ah oui, très bien, merci. C'est l'avantage de ceux qui ont des grands écrans ou contre ceux qui en ont des petits. Voilà, on voit suivant la taille de l'écran. Voilà. Bon, ben, très bien, merci pour ces précisions, Monsieur Toural, et j'espère que ça a répondu à Émeric. D'autres questions en direct pour Madame Savon? Non. Je crois qu'ici, il y a peut-être aussi il y a une date limite pour remplir cette aide du Fonds de solidarité. Alors, le Fonds de solidarité va fonctionner à la fois pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Évidemment que, comme on ne sait pas ce qu'il advient du mois de mai aujourd'hui en ce qui concerne le confinement, il sera évidemment, à mon sens, dupliqué pour le mois de mai si tel était le cas. Voilà. Caroline qui a une question, je crois. Oui, merci. J'avais une question pour Madame Savon. Est-ce que, en dehors du Fonds national de solidarité, dans les dispositifs, vous avez parlé des typologies d'entreprises en termes de nombre de salariés notamment. Est-ce qu'il y a de nouveau un critère de chiffre d'affaires ou pas? En réalité, par rapport à quoi? Par rapport aux prêts ou aux subventions? Je ne sais pas, pour être éligible, parce que le Fonds national de solidarité, si on a un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, on n'y est pas, voilà, on ne passe pas dedans. Dans les autres dispositifs, est-ce que… je pense peut-être au fonds Covid résistance, là, entreprise association de moins de 20 salariés. Est-ce que là, dans ce cas-là, il y a aussi un critère de chiffre d'affaires ou c'est tout chiffre d'affaires Je crois que c'est tout. Alors, je pense que c'est tout chiffre d'affaires confondu parce que ce n'est pas une subvention, mais un prêt. D'accord. Donc, on n'est pas dans le même credo. D'accord. Ok. Ça pourrait être le cas pour région sud défensive. Alors, région sud défensive, c'est jusqu'à 250 salariés. Étant donné que région sud défensif, défensif, ça dépend parce que vous avez subvention ou avance remboursable. Tous les dossiers sont étudiés. Ils sont différents, si vous voulez. Il y a effectivement la prise en compte d'un chiffre d'affaires, mais vous n'êtes pas à moins d'1 million, il n'y a pas de souci. Ça passe, c'est au-delà. Okay. Ça ne rentre pas dans le critère. Ok. Merci. Oui, Sandrine. Une question, Madame Savon. Dans la première mesure, vous parlez d'une subvention de 2 000 €. Oui. C'est uniquement dans des cas de faillite. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour avoir cette aide? Alors, il faut d'abord avoir été éligible à la première aide de 1 500 €, d'accord? Et en fonction, vous déposez le dossier, et en fonction effectivement de votre perte de chiffre d'affaires, si en étudiant le dossier, on imagine que vous avez réellement besoin de cette aide de 2 000 €, elle vous sera attribuée. Voilà. D'accord, mais c'est vraiment en risque de faillite. Il n'y a pas… Risque de faillite, on va dire que tout le monde puisse être payé. C'est vraiment à l'étude du dossier au cas par cas. C'est pas la faillite. C'est en tout cas, on veut pas qu'il y ait d'entreprise qui soit laissée sur le bord du chemin. On veut pas qu'il y ait d'entreprise qui ferme. On veut que tout le monde puisse être payé correctement et pouvoir survivre. On veut surtout permettre le rebond, la continuité économique de chacune de nos entreprises.
Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître pas grand-chose au regard d'une activité, mais cette petite subvention, c'est pas un prêt, c'est autre chose. Ça peut permettre peut-être de payer les fluides et d'éviter d'avoir encore un découvert à la banque et de se reporter des charges à terme qui seront après lourdes pour la reprise de l'entreprise. Ok, merci. Une question sur l'aide des 2 000 euros, donc le Fonds national de solidarité. Vous avez dit, Isabelle, me semble-t-il, qu'il serait disponible sur le site de la région. J'ai eu comme info qu'il serait disponible via le site des impôts. Alors, est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Donc, il y a deux. Il y a la vague 1 500 euros. 1 500 euros, c'est l'État qui les délivre. Donc, cette vague, il faut s'inscrire sur impôts.gouv sur la page personnelle. Pour la deuxième vague de 2 000 euros, c'est la région qui délivre cette vague. Donc, c'est sur le site de la région qu'il faudra s'inscrire à partir du 15 avril, pas avant. Ok, merci pour cette précision. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont cherché à remplir ce fonds de solidarité, qui ont eu des problèmes, des soucis? Je sais pas, le PGE aussi, quelques-uns ont eu des problèmes avec les banques, le PGE, ou les banques ont joué le jeu En fait, vendredi dernier, on a eu une intervention d'un banquier qui nous a un peu expliqué en direct. Ouais. Mais ça, c'était l'intervention du banquier. En effet, c'est peut-être pas mal de poser la question si les commerçants entrepreneurs ont essayé de commencer à rentrer en égo et remplir des dossiers. Je ne sais pas. Oui, je vous confirme que j'ai pu remplir le dossier et obtenu sans problème le prêt, donc de prêt de trésorerie en fait. Ça s'appelle un prêt de trésorerie à taux 0,25, m'a dit mon banquier. D'accord. Ça ne change pas grand-chose. Ok. Donc sans problème. Bon, il y a parce que 0,25, si je peux me permettre, je crois que les 0,25 c'est la garantie pour la BPI, c'est ça, c'est pour le fonds. C'est pas en fin de compte la banque qui prend des intérêts. Si j'ai bien compris. Tout à fait. En fait, c'est effectivement un prêt qui est assuré par la BPI. Alors peut-être que tu as raison, tout à fait. Garanti par la BPI, merci. Bon, ben ça va parce que c'est vrai que moi, je fais beaucoup de réunions telles qu'on fait là aujourd'hui avec vous et les remontées, notamment des chambres consulaires. D'ailleurs, c'est que beaucoup de banques ne joueraient pas le jeu. Donc, si jamais vous aviez un problème, et c'est heureusement pas le cas, tant mieux, j'en suis ravie, mais en tout cas, vous pouvez sinon contacter directement la BPI. Voilà. Ne vous gênez pas pour passer directement par la BPI, mais bon, a priori, vous n'en avez pas besoin, donc écoutez, tant mieux. tant mieux. Juste pour le côté technique, dans la visioconférence, on a un petit chat online aussi où on vous met des liens avec des liens directs avec, je vois Sandrine a mis déjà un lien pour les entreprises dans le site de la région Sud. Ça vous évite de les rechercher. Vous pouvez les cliquer tout de suite. D'autres questions? Autrement, je vois que 11h03, on est à peu près dans le timing. Si Isabelle voulait rester, c'est volontiers, mais si vous avez d'autres choses, j'imagine. Juste une petite question, parce qu'on fait généralement un tour aussi d'horizon, de savoir comment ça se passe dans chacun de nos entreprises en ce moment. Vous travaillez pas, vos salariés sont là, sont pas là. Bon, à la région, comment ça se passe? Il y a du monde qui vient travailler, tout le monde est là. Dès le lendemain, vous avez continué les actions. En effet, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et concrètement, comment ça se passe pour vous et dans vos commissions? Parce que vous faites partie de beaucoup de commissions. Alors, curieusement, nous, le confinement de la région, on l'a fait juste avant parce qu'étant donné qu'on a eu quelques cas avant tout le monde, on a fermé notre institution avant même ce confinement. Donc, les mesures ont vite été prises. On nous a permis de récupérer tous nos matériels de manière à ce que tout le monde puisse faire du télétravail à partir de la maison. Et aujourd'hui, on travaille, on continue à travailler. En tout cas, moi, sur le domaine de l'économie, on n'arrête pas à avoir des visios d'abord entre nous avec la task force, avec l'État, avec Bercy. On a beaucoup travaillé avec eux de manière à tout mettre en place. Et puis, aujourd'hui, je me rends compte qu'on a réunion de groupe, on a notre commission permanente demain matin. Finalement, on a une autre manière de travailler, mais on travaille, on a avancé. Mais je crois que c'était essentiel parce que, étant donné que c'est quand même nos chefs de file de l'économie, si nous n'étions pas présents,
déjà que ça va être, je pense, très difficile pour de nombreuses entreprises au lendemain de cette crise. Je crois que si on n'avait pas anticipé et avoir été à leur côté dès maintenant, ça aurait été très douloureux. Voilà. Donc, je crois que c'était notre mission et qu'on l'a pris en main. Et tant mieux, parce que le confinement, si en plus on n'a pas de travail, moi, je n'ai pas la montagne, je n'ai pas d'extérieur, je suis en plein centre-ville. Je vous garantis que je suis très heureuse de pouvoir travailler et surtout de me dire, ben voilà, je fais quelque chose qui aide mon prochain et j'en suis ravie. Voilà. Bon, rassurez-nous, vous allez venir à Sercheux cet été, on y croit encore. Alors l'été, c'est compliqué parce que l'été, c'est plutôt la Corse, mais je reviendrai pour Noël. Ok, on fait un petit point touristique, peut-être Coralie, tu as peut-être quelque chose à dire côté tourisme là, avant que Madame Savon peut-être nous libère. Comment ça se passe au niveau de l'Office du tourisme? On profite de ta présence. Bien sûr. Après, ça dépend les infos que tu veux. Si c'est des infos au niveau social. Au niveau social, cette semaine, on est sur des principes de congés payés. Et après, Gilles réfléchit pour l'avenir. Nous, ça se fait chaque semaine, en fait. Il essaye de faire au cas par cas. Et du coup, donc, on était sur des congés spéciaux. Là, officiellement, après, parce qu'on est officiellement au niveau de l'État. Donc là, on est en congé payé, ça n'empêche pas que je suis là et que tout le monde, à son échelle, fait du télétravail et suit les dossiers en cours. Moi, j'ai assisté à des visioconférences, notamment une très intéressante qui était vendredi dernier, organisée par la FRODSI, sur comment accompagner les sociopros, sur le fait que la clientèle allait énormément changer. Donc après, c'est des enquêtes, c'est des prévisions. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est ce qui se dégage, en tout cas, des prévisions au niveau du tourisme. C'est que le confinement va se faire, enfin, le déconfinement se fera en plusieurs temps et ils annoncent très peu d'étrangers pour cet été. Donc ça, c'est ce qu'on s'attendait, avec énormément de clientèle française, forcément. Une clientèle française qui aura le pouvoir d'achat de bouger, qui n'a pas été concernée par l'impact économique et qui ne seront pas réquisitionnés par les entreprises, et énormément de clientèle locale. Donc là, nous, on est en train de réorienter, comme Gilles l'avait annoncé, une communication qui, du coup, sera plutôt sur valoriser les commerçants, jouer local et jouer français. Donc là, on est en train de tout travailler avec Géraldine. Dès que ça sera fait comme convenu, on vous enverra les supports de com. Et de ce qu'ils disent également, c'est que les clients vont être très soucieux de l'hygiène. Donc, il y a certaines villes qui sont en train de mettre des labels hygiène. Moi, je n'y crois pas spécialement. En tout cas, Serge Chevalier ne va pas jouer cette carte-là. Singapour l'a fait. Ils ont fait un label hygiène pour mettre en avant les commerçants qui sont vraiment mettre en place ces mesures. Par contre, voilà, ce qu'ils conseillent, c'est plutôt, là, nous, on n'est pas concernés par ça, mais pour les balnéaires, par exemple, les campings, et tout ce qui est tourisme de masse, où les gens sont tous ensemble, serrés, ça, ils pensent que ça ne va plus faire rêver les clients. Donc, ils conseillent aux campings de privatiser un mobil-home sur 2, ou par exemple, les hôteliers qui ont des espaces communs pour le spa, de gérer plus pour faire quelque chose de privé. Et ils pensent que les clients vont plus regarder et être soucieux là-dedans. Ok, ça confirme un peu ce que tu disais l'autre fois des mails que tu reçois de Airbnb, enfin des gros apporteurs d'affaires qui demandent des conditions sanitaires avant les photos. C'est ça. Une base de rafting, faire une petite vidéo qu'il met sur ses réseaux sociaux sur comment il désinfecte les combinaisons entre les clients. Voilà, ce qui est pas bête, hein, c'est que même si on sort du déconfinement, l'épidémie va marquer les gens et on sera plus soucieux aux moyens d'hygiène que nos pros mettent. Donc, par exemple, un restaurateur de ne pas coller les tables et de ne pas faire du remplissage. Ok, merci. Moi, je crois que Caroline a une question. Oui, j'avais une question pour Madame Savon ou peut-être aussi l'assistant de Monsieur Giraud. Les commerces non essentiels sont censés être fermés jusqu'au 15 avril. Le 15 avril, c'est dans une semaine et on n'a toujours pas de nouvelles sur voilà. Est-ce que ça va être prolongé? Sans doute. Comment? Tous les commerces essentiels. Est-ce que vous, dans vos liens avec les décideurs de ce sujet, vous avez un peu une première estimation de quand ces commerces non essentiels vont pouvoir réouvrir? Comment ça risque de se passer? Je laisse peut-être plutôt le collaborateur du député qui est plus proche de ces décisions prises par l'État. Mais enfin, à mon sens, aujourd'hui, je pense que personne ne sait
si la fin du confinement sera le 15 avril, quoi. Tout à fait. Olivier Véran, ce matin, sur BFM, disait que lui-même n'avait aucune information à donner sur le futur des confinements et donc l'ouverture des commerces non essentiels. Donc, le député n'en a pas plus, hein, malheureusement. On avance heure par heure, je crois. Hein. Ok, merci. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions. Je crois qu'on va passer au petit côté volet assurance. Petit non, mais la partie assurance, on a plusieurs assureurs qui sont là et qui sont aussi dans nos associations respectives. Et ça, je les en remercie. Ils vont pouvoir nous donner quelques conseils aux entrepreneurs. Merci, Madame Savon. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Olivier qui veut vous dire quelque chose, oui, je pense. Oui, voilà, exactement. Je voulais remercier Isabelle pour son intervention et surtout parce que moi, ce qui m'inquiète, je pense, là, on gère la crise actuelle, mais vu le décalage de saison que l'on a dans la vallée, c'est que tu puisses être un relais pour les futurs problèmes économiques qu'on va pouvoir rencontrer dans le temps, en fait. Voilà. Écoute, avec plaisir, bien entendu. Tu sais qu'il y a Chantal Méhoud aussi, hein, qui est conseillère régionale et qui est très au fait de l'économie, évidemment, de la région et qui est particulièrement située sur votre secteur, mais très heureuse de pouvoir continuer à être votre référente, si vous voulez, et votre interlocutrice, avec grand plaisir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. Continuation à tous. Merci beaucoup. À vous. Bonne journée. Au revoir. Je vais laisser la parole peut-être si quelqu'un a déjà tout de suite des questions ou peut-être à Olivier qui veut peut-être introduire cette thématique assurance. Je te laisse un peu la parole. J'ai eu Émeric tout à l'heure. On avait plus ou moins décidé qu'il intervienne en premier. D'accord. Émeric, ok, ça marche. Voilà, ouais. On a synchronisé nos interventions pour pas être trop long et être plus simple. Alors, j'avais décidé de démarrer par la prévoyance et puis au vu de ce qu'on a pu dire, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule en commençant par ce que la Fédération française des assurances a décidé ou en tout cas a souligné plutôt sur la partie notamment voyage, puisque vous savez que les assurances voyage, annulation de voyage font partie du panel des assurés quand ils veulent prendre un voyage et notamment tout ce qui est lié au package. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offices du tourisme, beaucoup de tours opérateurs qui proposent des packages, à savoir transport, plus hébergement, plus prestations. La Fédération française d'assurance rappelle dans son article 211.14.2 du Code du tourisme que le voyageur a le droit de résoudre le contrat, donc résoudre ça veut dire le résilier, avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de séjour si des circonstances exceptionnelles et inévitables survenaient sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci. Et qui rendrait donc le contrat difficile à exécuter ou si au contraire le transport pour aller sur ce lieu de destination était difficile. Donc la réponse des assureurs à ce sujet, c'est que c'est pas très clair en fait si le coronavirus peut être une circonstance exceptionnelle et inévitable. Leur réponse, c'est il reviendra au juge de qualifier si cette implantation du coronavirus est une circonstance exceptionnelle et inévitable. Moi, je rajouterais mon avis à moi. Il me semble que ça fait partie des définitions des circonstances exceptionnelles et inévitables, mais c'est pas à moi d'en juger. Ça sera au juge si vraiment il y avait des circonstances. Évidemment, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui résilient le contrat et qui ne font pas d'avoir. On en avait parlé déjà à la réunion précédente. Donc, en général, il y a un remboursement intégral, c'est-à-dire pas seulement sur le prix du billet d'avion, par exemple, mais sur la totalité de la prestation. Voilà, donc ça, c'est la réponse de l'assurance, de la Fédération française d'assurance. Pareil pour l'assistance aux voyageurs. Si l'assuré contracte le coronavirus pendant son séjour, les garanties assistance aux personnes associées à des cartes bancaires, à des contrats d'assurance auto ou des contrats d'assurance multirisque peuvent être activées. Évidemment, il faut que l'infection soit avérée et que des soins d'urgence soient nécessaires pour tout ce qui est rapatriement. Voilà sur la partie voyage de la Fédération française des assurances. Avec Olivier, on avait décidé que du coup, j'intervenais plutôt sur la santé et la prévoyance. Donc, réponse pareille de la Fédération française des assurances sur les garanties de prévoyance.
Bon, la santé, la mutuelle, j'en parle pas parce que quand vous avez des examens de santé, les frais sont remboursés, sauf les masques ou les gels hydroalcooliques. Mais les consultations de médecins, les frais liés à l'hospitalisation, les dépenses de médicaments ou les frais liés aux analyses, bien évidemment, sont intégralement remboursés. Pour ce qui concerne la prévoyance, donc la prévoyance, on peut la trouver soit sur des assurances de prêt, soit sur des arrêts de travail couverts par l'employeur ou couverts pour le chef d'entreprise. Donc là, par solidarité avec les personnes fragiles, il a été décidé que les personnes en affection de longue durée, qu'on appelle les personnes fragiles, ou les femmes enceintes, placées en arrêt de travail, seront prises en charge au titre des contrats indemnité journalière. Donc c'est important, les personnes fragiles, donc personnes en affection de longue durée et femmes enceintes, qui sont placées en arrêt de travail seront évidemment pris en charge au titre des indemnités journalières. Donc cette mesure est limitée pour le moment à 21 jours d'arrêt de travail, dans les mêmes conditions qu'un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin. Donc attention quand même à la franchise qui est souvent dans les contrats est de 15 jours à 30 jours, ce qui veut dire que cette mesure de 21 jours serait limitée à 6 jours ou voire un petit peu moins si sa franchise de son contrat est de 30 jours. Donc voilà, à faire attention avec vos contrats. On le rappellera souvent avec Olivier, mais c'est que ce qui régit le code des assurances, c'est bien le contrat que vous avez signé entre vous et la compagnie d'assurance. Et c'est vraiment ça qui l'emporte sur toutes les négociations que vous pouvez avoir avec votre assureur. Évidemment, si la Fédération française d'assurance dit qu'une garantie est prise en compte, on la prend en compte. Mais si vous avez une franchise de 45 jours, bon, cette garantie, elle n'aura pas lieu d'être. Pour les personnes porteuses du virus et présentant les symptômes de la maladie, donc ça concerne les salariés et les travailleurs indépendants, il n'y aura pas de différence avec les situations de grippe saisonnière. Les garanties des contrats de prévoyance seront activées selon les termes du contrat, c'est-à-dire à hauteur du niveau d'indemnisation et après la période de franchise, encore une fois, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une question a été posée notamment sur les personnes qui sont en confinement, donc qui ne peuvent pas travailler, soit parce que le télétravail est impossible, ou soit parce qu'elles sont dans une interdiction administrative. Dans ce cas-là, il y a des mesures dérogatoires qui ont été prises par les pouvoirs publics et elles prévoient notamment le bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale aux salariés et travailleurs non salariés pour une durée maximale de 20 jours. Une durée maximale de 20 jours. Une suppression du délai de carence qui est de 3 jours pour les salariés du privé. Et puis important pour les employeurs, ceux qui connaissent la loi de mensualisation, qui est une obligation de l'employeur d'indemniser ses employés de mémoire à hauteur de 90% du salaire brut à partir du moment où ils ont plus d'un an d'ancienneté. Il y avait une franchise de 7 jours. Cette franchise de 7 jours est supprimée, ce qui veut donc dire que l'employeur est tenu d'indemniser les salariés qui ont plus d'un an et plus immédiatement dès le premier jour d'arrêt de travail. Donc voilà les principales mesures prises par la Fédération française des assurances. Et un point avec les assureurs, puisque évidemment moi je me suis mis en contact avec plusieurs assureurs, notamment avec Aviva avec lequel je travaille, avec April, avec Swiss Life. Il est pour eux bien sûr pas envisageable d'indemniser les personnes qui seraient confinées chez elles pour des raisons administratives. Donc, c'est vraiment que la partie sécu qui jouera et pas la partie assurance complémentaire pour les personnes qui seraient confinées, donc maintien à domicile, notamment pour la garde d'enfants, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'employeur peut activer comme levier arrêt de travail pour mes employés, donc qui toucheront des indemnités journalières de la Sécu si vous avez des enfants de moins de 16 ans à la maison, donc pour garde d'enfants. Les assureurs, notamment, je pense à April, Antoria, Aviva, Swiss Life, n'ont pour le moment pas pris la décision de prendre en charge ces confinements et maintien de domicile pour la garde d'enfants. Voilà les informations que je voulais vous apporter sur les assurances et je répondrai à vos questions une fois qu'Olivier sera intervenu. Ok, est-ce qu'on fait les questions tout de suite ou après Olivier? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions ou on laisse intervenir peut-être Olivier qui va peut-être confirmer ouais, puis il est transversal, donc c'est peut-être pas mal. D'accord, ok. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Sur le sujet de la région, par contre, j'avais une petite question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, mais ce n'était pas à Madame Savon, c'était à Monsieur le maire. Donc, si Monsieur le maire peut revenir tout à l'heure ou s'il est dans les locaux, ce serait bien de lui poser la question. Voilà, c'était le message à transmettre à Monsieur Jeffal. Voilà. Sur la perte d'exploitation et sur les assureurs dommages. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème entre guillemets de communication dans l'opinion publique qui est faite notamment par le président de la CPME qui pour moi dit que les assureurs doivent intervenir et payer la perte d'exploitation. Mais comme l'a dit Émeric, en fait sur les contrats, la perte d'exploitation sans dommage, c'est-à-dire sans dégâts des eaux, sans incendie et tout ça, n'existe pas, ou si elle existe, c'est à des prix exorbitants et c'est très souvent uniquement le cas dans des contrats d'annulation d'événements, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, la Fédération française de l'assurance et le syndicat des courtiers Planète CSC auquel je fais partie sont déjà sur le travail de l'après, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour ce qui est aujourd'hui de notre problématique Covid-19. Et la piste qui est envisagée, sur laquelle ils travaillent déjà, c'est sur la mise en place d'un fonds équivalent aux catastrophes naturelles qui avait été mis en place, alors moi j'étais pas né ou très jeune encore, dans les années 80, début des années 80, suite aux premières sécheresses qu'il y avait eu à la fin des années 70. Voilà. Donc c'est de ces grandes catastrophes qu'avait été créé ce fonds-là, et je pense qu'on va partir vers ce même principe qui va être en fait ni plus ni moins qu'une partie des cotisations payées va être dédiée à ce fonds pour, à mon avis, ça c'est un avis personnel pour l'instant, à hauteur de 50%, et qu'ensuite l'État abondera aussi à ce fonds sur les 50 autres pourcents chaque année. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la situation actuelle, il n'y a pas il y aura pas de prise en charge de perte d'exploitation au sens propre du contrat, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dommage. Voilà. Et que voilà, ça ne fait pas partie des choses qui ont été prévues. Et aujourd'hui, les seuls cas de figure, je me répète, ça peut intervenir, c'est le cas dans des contrats d'annulation d'événements. Et très souvent, quand on présente l'option au client, c'est des coûts exorbitants. Donc les seuls cas de figure où c'est souscrit, c'est pour des événements internationaux, type Euro de football, Jeux olympiques, des événements même nationaux. C'est très rare qu'ils prennent l'option pandémie parce que ça a des coûts exorbitants. Voilà, un petit peu la présentation succincte que je peux vous faire. Je suis à votre écoute s'il y a des questions. Et donc, moi, si je peux rajouter, donc j'ai effectivement fait des recherches aussi. Alors, sur le fonds qui va peut-être voir le jour, donc effectivement, pour l'instant, il parle de 50% des assureurs et 50% de participation de l'État. Alors, après, est-ce que ça va être mis en place concrètement ou pas? Je pense que oui. Pour l'instant, c'est à la phase de négociation. Sur ce que font les assureurs pour le moment, il y a un chèque de 200 millions d'euros qui a été fait pour le fonds d'aide aux entrepreneurs. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je pense qu'en montant, ça ne suffira pas à indemniser tout le monde, c'est une certitude. Voilà. Après, comme le dit Olivier, il faut bien comprendre que là, c'est une décision d'État, c'est quelque chose qui n'est pas assurable sur la totalité du moins des contrats pour le moment. Il faut savoir que si aujourd'hui, les assureurs devaient être amenés on ne va pas se mentir, à indemniser. Aujourd'hui, il n'y a aucun assureur qui survivrait en tant qu'assureur dommage. Je crois que j'ai vu le chiffre, c'est 60 milliards d'euros aujourd'hui qui devraient être donnés pour pouvoir indemniser la totalité des pertes d'exploitation. Et encore une fois, comme le disait Olivier, il n'y a pas de sinistre entre guillemets, il n'y a pas de dégâts des eaux ni rien du tout. Là, c'est une décision de l'État qui décide de tout fermer et de tout arrêter. Voilà, donc c'est jamais vu. C'est sans précédent et c'est ce qui fait que c'est un petit peu compliqué.
Il faut savoir aussi que les assureurs ne sont pas comme les banques avec l'État qui les soutient derrière. Et si aujourd'hui les assureurs devaient payer les pertes d'exploitation, l'État ne serait pas derrière à leur redonner des chèques pour qu'ils puissent tenir. Donc voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi il y a pas mal de fausses choses qui sont racontées. Après, moi, la seule chose que je peux vous engager à faire, c'est de voir directement avec votre assureur, voir les choses qui sont possibles. Voilà, il y a des choses qui sont faites après en fonction des compagnies, en fonction de chaque assureur. Donc, si après il y a un souci, contactez votre assureur et voyez directement avec lui s'il y a des solutions ou pas. Mais n'attendez pas à ce que la perte d'exploitation soit payée. C'est impossible. Ok, merci Michael. Est-ce que vous avez des questions ou je laisse répondre peut-être Monsieur Jeffal à Olivier qui avait une question assez précise, ou il y a des questions sur l'assurance là tout de suite? Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Caroline? Ouais, j'avais juste une remarque parce que des questions, non. On a tous bien compris que dans nos contrats, la perte d'exploitation, elle n'était pas couverte. Je crois que le débat aujourd'hui, il n'est pas là pour ce qui se passe en ce moment parce qu'effectivement, il n'y aura rien. En revanche, le silence des assureurs, du monde de l'assurance sur ce qui se passe, moi, je suis franchement ahurie. Tout ce que crée l'État, la région, là, on vient de voir, ce sont des dispositifs qui viennent d'être créés ad hoc. Ça n'existait pas avant. Ça ne fonctionnait pas avant et ils ont mis en place des dispositifs pour nous aider. Moi, je ne comprends pas que le milieu de l'assurance, en ce moment, ne réfléchisse pas à des choses pour nous aider. Que ce ne soit pas de la prise en charge de la perte d'exploitation, on a bien compris que ce n'était pas possible, mais que font les assurances pour aider leurs assurés? Rien. Voilà. Moi, je trouve que là, ça manque terriblement de créativité et de soutien au monde économique, quoi. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'ils font rien. Par contre, là où ils sont très mauvais, c'est qu'ils ne savent pas communiquer. Ça, c'est une certitude. Ils participent à tous les fonds mis en place par l'État, mais c'est vrai qu'en communication, ils sont très mauvais. Ça, on le perçoit. L'assureur, le monde de l'assurance n'est pas un monde de l'immédiateté. Donc, c'est un monde, nous, on le subit, mes confrères et moi, tous les jours, puisque nous défendons les intérêts de nos clients, et nos clients, c'est vous, c'est qu'ils sont toujours dans un temps long. Ils ne sont pas dans l'immédiateté comme on peut l'être, nous, sur le terrain avec vous. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'ils ne communiquent pas assez sur ce qu'ils font. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait, pardon. Donc ça, nous, c'est pour ça qu'on est là aussi, peut-être pour vous relayer un petit peu tout ce qu'ils font. Moi, j'ai aucune compagnie qui a refusé le report des échéances ou le maintien des garanties si le client n'a pas payé, parce que j'en ai quelques-uns déjà, même si ça fait que 3 semaines que l'on est en confinement et en confinement économique, notamment même sur des contrats qui étaient à échéance et qui auraient dû être réglés au 1er mars. Ils ont quand même prolongé le maintien des garanties jusqu'à, là pour l'instant, début juillet. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ne communiquent pas là-dessus, ça je vous l'accorde à tous. Globalement, c'est ce que j'ai fait remonter comme information auprès des élus du syndicat des courtiers, où il faut qu'on communique parce qu'on se fait, c'est vrai qu'on se fait casser du sucre sur le dos par la CPME notamment. Là, il faut être tous unis en fait, on est tous dans le même bateau en ce moment. Hein. Voilà. Oui, ce n'était pas une attaque, je pense. Ah non, mais je ne l'ai pas pris comme une attaque. Hein. Je sais bien. Non, mais il n'y a pas. Compris. Ouais. Le débat n'est pas de faire des attaques. Il y a un équilibre économique dans toute chose. Hein. On est tous bien d'accord. Je pense que les assureurs sont dans le même bateau économique que leurs clients et que pour que les compagnies d'assurance survivent, il faudra que les clients payent leurs assurances. Mais après, individuellement, ça peut renvoyer à une autre vision de l'assurance. Je pense. Ah oui. Parce qu'on a des pertes d'exploitation, mais quand vous voyez les défauts qu'il faut pour déclencher une perte d'exploitation, on peut se demander si ça vaut vraiment le coup de la payer. Voilà. Alors, si je peux juste intervenir pour moi, avant et il n'y a plus d'activité économique, on continue à payer les assurances normalement. Hein. Oui, c'est vrai. Mais par contre, le risque de dommage, sur la partie activité, le chiffre d'affaires,
est à 0. Par contre, les capitaux que vous assurez en dommages, notamment en incendie dans les zones de montagne, il est toujours là. Voilà. Donc, il y a moi, je me suis déjà rapproché de mes partenaires avant même que mes clients me le demandent, c'est de renégocier les primes de l'année en cours, puisque les primes de multirisque et de responsabilité civile sont assujetties à un chiffre d'affaires. On sait très bien que le chiffre d'affaires va baisser. Donc, en étant proactif pour les clients, moi je l'ai déjà fait, je vous conseille alors peut-être pas là dans les jours qui viennent, mais d'ici début mai, de le faire, parce qu'on aura déjà une vision de savoir combien de temps va durer le confinement, ou combien de temps il aura duré, et déjà la perte immédiate. Après, la perte future sur mai, juin, juillet, août pour la partie saison d'été, courant septembre, il faudra se rapprocher aussi de lui et lui dire, ben voilà, la perte est de temps, il faudra être réactif là-dessus, et nous, en tant qu'intermédiaire, il ne faudra pas lâcher les compagnies. Parce que si vous êtes assuré pour un chiffre d'affaires d'1,5 million et qu'au final, il n'y en a qu'1 million, la prime, ce n'est pas la même. Michael, juste au chiffre d'affaires. Pour revenir sur la partie d'avance de Caroline qui disait qu'il n'y a pas de communication, c'est aussi là que c'est important d'avoir, je pense, un assureur local. Moi, je vais par exemple vous donner mon cas. Moi, ça fait 15 jours, par exemple, que je contacte mes clients entreprises pour voir avec eux où ils en sont, savoir s'il y a des choses qu'on peut faire ou pas. On a des choses au niveau de nous, notre compagnie, pour aider les entreprises. Avec, comme le disait tout à l'heure Olivier aussi, des décalages de paiement, etc. Mais on a aussi d'autres choses qui sont plus intéressantes. Je pense que malheureusement, une communication nationale, alors il y en a eu un petit peu, mais vous n'en verrez pas dans les médias parce que les assureurs dans les médias, le 20h de TF1, etc., vous ne les verrez pas. Par contre, il y en a eu sur les sites spécialisés. Je vous mettrai, si vous voulez, après des liens sur ces communications qu'il y a eu. Et encore une fois, je pense que c'est là que c'est important d'avoir un assureur local et un assureur qui est capable de vous répondre, comme nous trois à l'heure d'aujourd'hui, où vous êtes capable de pouvoir nous avoir rapidement et de pouvoir avoir les réponses assez rapidement pour tout savoir. Oui, le local est surtout quelqu'un de réactif. J'ai des clients dans la vallée, sur Marseille, beaucoup sur Paris. Ils sont à la même enseigne tous. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas eu au téléphone, comme toi, Michael. Ouais, pour compléter ce que vous avez dit tous les deux, un petit rappel, le Fonds national de solidarité dont on a parlé tout à l'heure, il représente 1 milliard d'euros et il est financé à 20% par les assureurs. Donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit, on n'est pas très très bon au niveau des assurances pour communiquer sur ce qui marche bien, mais c'est vrai que c'est un geste important. Donc sur les 1 milliard d'euros du Fonds de solidarité, il y en a pour 200 millions d'euros qui est financé par les assureurs. Donc ça, c'est un point qui est important. Autre chose, j'ai oublié de rappeler pour les assurances de prêt, pour tous ceux qui ont un crédit maison, crédit auto aussi, ou des crédits importants travaux. L'assurance de prêt, souvent, c'est 90 jours de délai de franchise. Donc, bien évidemment, on n'est pas dans ces délais encore aujourd'hui avec le confinement, mais c'est des choses qui pourraient arriver. Et pour le moment, on est dans l'expectative de se dire que quelqu'un qui serait confiné pendant 90 jours, il pourrait déclencher la suspension de son prêt. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Voilà. Par contre, quelqu'un qui est malade et qui a le coronavirus et ça durerait plus de 90 jours, ce qu'on n'espère pas, ça fonctionnerait, mais ça serait un cas assez exceptionnel. Voilà. Manu, tu voulais dire quelque chose? Oui, toute petite chose par rapport aux assurances. Il se pourrait que certains commerçants aient des problèmes de stock. C'est tout bête, mais ceux qui n'ont pas vendu la marchandise et qui ont reçu leur stock pourraient être surstockés. Pensez bien à leur préciser qu'en cas d'incendie ou en cas de destruction de ce stock, ils ne sont pas assurés, puisque, comme pour moi, je pense qu'ils sont assurés avec un montant de stock. Oui. C'est peut-être un détail, mais non, c'est pas un détail. C'est la somme des détails qui fait le oui, qui fait le diable. Beaucoup de contrats, pas tous, donc il faut le vérifier avec votre intermédiaire, prévoient une suractivité saisonnière. C'est-à-dire que vous choisissez un montant et il y a un pourcentage qui est accepté et toléré et qui est normalement écrit dans le contrat de surplus d'activité qui peut aller, suivant les compagnies, entre 5 et 20% pendant une période donnée. Donc, si c'est un stock assuré de 100 000 € sur 12 mois,
pouvez aller jusqu'à 20 000 € sur, je crois que c'est pareil, c'est contractuel, c'est dépend des compagnies, entre 1 et 2 mois. Je m'inquiète un petit peu pour nos marchands de vêtements qui, eux, n'ont rien vendu, sont restés fermés et vont recevoir là tout l'été, sachant qu'ils n'ont rien vendu. Enfin, ils ont une bonne partie du stock qui n'a pas été vendu pour l'hiver. Ça, il n'y a pas de position de place des assureurs qui a été pris sur cette question-là. Mais moi, j'ai par exemple sur des contrats flotte auto, par exemple, certaines compagnies ont automatiquement mis le fait que le salarié utilise son véhicule personnel pour des déplacements professionnels sans surcoût de prime, alors que normalement, c'est un contrat par. Donc ça, j'allais dire, il faut être proactif. En fait, voilà, on a ce cas de figure. C'est pas pour avoir une surprime, c'est surtout pour être garanti. Voilà, moi je pensais à un petit mot donné à vos clients, parce que vous les connaissez, les clients effectivement qui pourraient se trouver dans ce cas, bien leur envoyer un petit mot, quitte à avoir l'impression de vouloir faire du chiffre, mais les prévenir que ça peut être grave, quoi. Bien sûr. Bon, moi, après, mes clients ont reçu un mail que mais bon, j'en profite pour le dire, c'est que tous les contrats faits pendant le confinement, la moitié des commissions sont reversées à une association hospitalière de leur choix. Et ce n'est pas le but de notre intervention de ce jour. Ok, merci pour ces précisions. Encore quelques questions ou personne ne lève la main? Je voulais. C'est vrai que. J'avais la question à Monsieur le maire. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, Monsieur le maire, en fait, c'est surtout pour ce qu'a dit Madame Savon tout à l'heure. Alors, je vous regarde pas parce que je suis en train de lire le but de la question. Elle a parlé des territoires qui ont participé au fonds régional Covid résistance. On a 19 établissements publics, donc on a plusieurs communautés de communes, de Serponçon par exemple. Et ma question était de savoir si la communauté de communes du Briançonnais allait participer à ce fonds. Et si oui, à quelle hauteur? Même avec le petit budget de la communauté de communes par rapport aux autres, je pense que ça serait bien qu'ils le fassent. Alors, à la limite, ce que je peux donner, moi, c'est un avis. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. Le maire, il a dû s'absenter avec le directeur de cabinet. Alors, le seul truc que je peux faire assez facilement, c'est ou donner la réponse à Didier et qu'il la communique à tout le monde, ou laisser… Pardon, excuse-moi de vous avoir coupé, ou à la prochaine visio. Oui, à la prochaine visio, il n'y a pas de problème, ouais. Il est resté, alors il est resté jusqu'à 11h10 et il a dû s'absenter pour un souci de voirie avec le DIRCAP, mais sinon il… il n'y a pas de… Voilà, en fait, donc sur le lien, je mettrai le lien là sur le suite. Fonds régional Covid résistance, 23 territoires ont déjà répondu. Donc le fonds 1,4 milliard au 30 mars, donc apparemment il est passé à 1,8 million d'après Madame Savon. Et voilà, 19 communautés de communes, et là, qui nous concernent, principalement dans la région, je vois le Guiès 3, Max Brémond, Serponçon, Chantal et Méhoud. Donc je pense que tous les adhérents seront d'accord avec moi pour dire qu'il faut que la communauté de communes du Briançonnais y participe. Oui. La seule information que je peux donner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de bureau des maires ni de conseil communautaire depuis le début D'accord. J'ai eu Gilles Perly hier soir à ce sujet, je lui en ai parlé. Je vais revenir. C'est pas lui. Je sais plus son poste à la CCB, donc on remonte l'information. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des craintes sur l'activité économique qui va redémarrer cet été. Pareil, j'étais aussi avec un maire de la Vallée ce matin au téléphone et il n'était pas optimiste sur la saison d'été pour la simple et bonne raison que les gens vont peut-être pas vouloir consommer à outrance ce qu'ils n'ont pas gagné pendant ce confinement. Donc, ils iront peut-être dans leur résidence secondaire, mais ils iront peut-être moins au resto, ils iront peut-être faire moins de choses extravagantes. Et une crainte sur la saison d'hiver prochaine avec peut-être une protection un peu plus sur le cerf chevalier où on a 18% à peu près d'étrangers
sur la station, ce qui pourrait peut-être protéger un peu Serre Chevalier du chiffre d'affaires, mais d'autres stations comme Val Thorens ou Courchevel qui vivent avec un taux d'étrangers assez important, qui pourraient se voir leur chiffre d'affaires très fortement réduit. Pourquoi moins d'étrangers? Parce que chacun va penser rester un peu confiné chez lui en pensant que son pays le protège davantage que l'autre. Donc il pourrait y avoir un effet boomerang derrière qui pourrait arriver au niveau de l'économie. Et c'est vrai que toutes les mesures qui vont permettre de soutenir les professionnels seront forcément les bienvenues. Et puis d'innover et d'attirer un maximum de touristes français sur notre territoire pour qu'on puisse maintenir les chiffres d'affaires. Après, la semaine dernière, M. Van Meuy disait que les remontées mécaniques étaient un peu inquiets pour l'hiver prochain. Ça ne les a pas empêchés de faire leur plus grosse augmentation, puisque déjà, on a reçu, suite à la réunion, les tarifs des remontées mécaniques et ils augmentent d'1,50 € sur le forfait jour. Donc, voilà, il faut, tout le monde a des théories. Aujourd'hui, il y a le maire de la Salle des Alpes qui râle parce que depuis une semaine, il y a toutes les résidences secondaires qui sont occupées, il y a tout le monde qui est là, le Sherpa, il ne veut plus fermer, les boulangers, ils font 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc, voilà, après, il faut, quand Gilles nous raconte que les remontées mécaniques sont inquiets, ils n'ont pas manifesté leur inquiétude et les contrats sont déjà prêts, et les augmentations aussi. Faut essayer de regarder quand même ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'une augmentation alors qu'on a peur, c'est pas forcément voilà, surtout d'1,50 €. Il est de toute façon évident qu'aujourd'hui, les collectivités publiques et les communes, les communautés de communes doivent maintenant commencer à avoir une réflexion sur le futur économique à la sortie du confinement. Ça veut dire prendre des engagements et peut-être à blanc, c'est-à-dire peut-être commencer à travailler sur des trucs et se dire que tiens, finalement, si c'est repoussé, c'est pas grave. On les aura prévus, on aura travaillé pour ça et on aura avancé. Voilà. Sur nous, notre champ d'action, il y a aujourd'hui déjà des petites cellules de réflexion qu'on a de notre côté sur la politique de parking, sur la politique de stationnement. Il y a des choses qu'il va falloir faire. Sur l'occupation du domaine public, les terrasses, il y a aussi, à mon sens, un effort qu'il faudra qu'on fasse, nous. Et c'est un ensemble de petites choses, alors qui sera aussi co-construit avec certainement les enseignes et puis les différentes associations de commerçants et puis certainement des commerçants et l'Office du tourisme afin de pouvoir préparer demain. Mais on ne peut pas préparer demain, on ne le préparera pas la veille. On est obligé de commencer à le travailler maintenant, sans date. Alors, on ne sait pas si cette saison d'été va exister, mais il faut la préparer comme si elle allait exister. Oui, merci Monsieur Djeffal pour cette réflexion. C'est vrai que cet été, il faut la préparer. De toute façon, maintenant, les commerçants sont assez réactifs à chaque fois. Parce qu'on sait tous que nos clients réservent au dernier moment, dernière minute. Donc, les commerçants sont toujours réactifs et seront prêts pour cet été. Bien sûr qu'on y croit encore à cet été. Moi, j'avais juste une dernière question pour M. Djeffal. Du coup, il n'y a plus le conseil municipal n'a plus lieu ou ça a été reporté? Les différents, parce qu'il y avait les délibérations, là je parle plus en termes que trésorier des enseignes de Briançon. Le mois de mars, c'était là où ça décidait un petit peu les subventions. Est-ce que ça va être reporté ou... Alors, le fameux conseil municipal avec le vote de subvention, il a eu lieu juste avant le confinement. D'accord, ok. Donc, a priori, l'association a été, la subvention a été votée. D'accord, parce que comme je ne l'ai pas vu en ligne, c'est pour ça, c'est peut-être moi qui ai mal… Après, justement, comme ça arrive juste avant, peut-être qu'il n'a pas encore été mis en ligne. D'accord. En tout cas, si vous avez des questions, moi après, je suis facilement joignable. Je vais laisser même mon numéro de téléphone là pour toutes les questions. Je peux assez facilement vous envoyer les réponses. Après, on est dans une période particulière. Il y a rien qui est normal. C'est-à-dire que la subvention… Alors, je ne devrais pas le dire comme ça, mais s'il y a besoin d'un nouvel outil et de travailler sur un… S'il faut débloquer des financements ou s'il faut, bien sûr, dans la mesure du raisonnable et que ce soit nécessaire à la collectivité, on travaillera dans ce sens, il n'y a aucun problème.
D'accord, ben c'est parfait. Merci. Toutes ces infos, je peux vous les faire passer. Je vais vous laisser mes coordonnées. D'accord, c'est parfait. Merci. Au niveau des infos qu'on voulait vous faire passer aussi, parce que d'habitude, Marie-Claire de la CCI est présente, mais là, elle ne l'est pas, mais je vais relayer. Est-ce que vous avez tous bien reçu le questionnaire justement sur l'impact sur vos entreprises qui est envoyé par la CCI? Est-ce qu'il a été rempli? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu? On peut peut-être le mettre dans le lien, Sandrine, peut-être dans le lien sur le chat. Je vais le Non, mettre. tout le monde l'a rempli, c'est bon? C'est le lien avec les ouvertures, fermetures et la carte? Non, c'est encore autre chose, pardon, on a passé à autre chose là. Sur l'impact économique. Envoyer. Est-ce que c'est le questionnaire de l'UPE 05, c'est celui-là ou c'est le même? UPE, ils ont fait un questionnaire hier, je sais pas. À mon avis, il le remonte à la chambre, hein, l'UP. Ouais. Je pense. Ouais, c'est ça. OK. On va essayer de vous le trouver. Tu l'as mis, Sandrine, c'est bon? Voyez là, c'est le Google Form qui est sur votre droite dans le chat. Ouais, c'est celui-là, ouais. Parfait, merci. OK. D'autres questions? Je vois que Monsieur Toural est là. On entend dire que ce confinement, oui, on ne sait pas le 15, donc si on va le continuer ou pas. Mais il y a beaucoup de changements encore. On a mis dans le chat online des changements au niveau sur l'URSSAF pour fonctionner avec eux. Est-ce qu'il y a, vous avez d'autres informations à nous amener pour la suite? Non, moi je suis plutôt là pour faire remonter vos difficultés de terrain. Notamment, j'imagine que vous êtes au courant de ce qu'a obtenu Joël avec certains collègues sur la petite mention de taille quand même, hein, sur le fait d'être à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars pour bénéficier du Fonds de solidarité. Bon, il a fait en sorte que les entreprises en cours d'échéancier puissent en bénéficier. C'est mentionné dans le nouveau décret, mais aussi sur la plateforme de la DGFiP. Je ne sais pas si ça, par exemple, certains d'entre vous, entrepreneurs, avaient pu avoir peur d'être exclus du dispositif sur cette mention. Je ne sais pas, il y en a qui veulent répondre. Après, on est tous des bons payeurs. On est tous des bons payeurs dans le département. On a aussi questionné, nous, les indépendants saisonniers du type des accompagnateurs en montagne ou les guides pour savoir s'il n'y avait pas de soucis sur la plateforme lors de la déclaration du code NAF. Alors, je ne sais même pas si d'ailleurs vous déclarez le code APE de l'entreprise, mais pour voir s'il n'y avait pas de secteur qui se retrouvait exclu des étiquettes de fermeture administrative. Et puis sinon, il y a une question qui nous a été beaucoup posée, alors, moi, toujours sur ce fonds de solidarité, c'est sur les différés de paiement. C'est-à-dire qu'il y a des gens en mars qui n'auront pas forcément de baisse de recettes parce que ils ont les recettes de prestations réalisées en février et que donc il y a un décalage dans le temps. Alors là-dessus, on n'a pas vraiment de réponse. Simplement, on me dit, moi, les collaborateurs du groupe à l'Assemblée, que comme ce fonds est destiné à aider ceux qui en ont besoin, si vous n'avez pas de perte de recettes en mars, c'est que donc vous n'avez pas à en demander. En avril, quand ça se fera sentir, là, on pourra justifier de la perte de recettes. Et donc, ça repousse au mois d'après le confinement. Et bon, il y a fort à parier que l'État accompagnera aussi la sortie du confinement pour toutes les entreprises il y aura forcément une inertie et qui auront besoin de soutien. Ouais. C'est notamment le cas de toutes les professions libérales, médicales et paramédicales, le cas dont vous êtes en train de parler, ou qui facturent des actes notamment tout ce qui est peut-être kiné, infirmière libérale, qui vont facturer les 10, 15 ou 20 actes de leurs clients en une seule fois. Donc, ils se retrouvent avec, s'ils ont fait un gros mois, enfin une grosse facturation, pas forcément un gros mois, mais l'année dernière, en mars 2019, ou cette année, en fait, voilà, c'est le problème qu'ils ont, c'est qu'au mois de mars, ils vont sûrement facturer des prestations qui ont lieu en décembre, janvier et février. Donc, c'est ce qui avait été remonté. Il y a eu une personne qui est intervenue à la radio, je ne sais plus sur quel réseau, qui a interpellé Monsieur le maire
sur cette question-là et il n'a pas apporté de réponse. Donc c'est vrai que si monsieur le député peut apporter une remontée d'informations sur ce sujet aussi, c'est important pour cette catégorie professionnelle aussi. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que je pense, moi, l'information aussi qui est à remonter, et je pense qu'on n'en prend pas conscience encore, c'est les pertes qu'il va y avoir au futur. Comme on dit, on est saisonnier, on a loupé 1 mois et demi cette saison. L'été, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais moi, le plus catastrophique, je rejoins la remontée mécanique, à mon avis, c'est l'année prochaine. Parce que c'est alors un peu moins peut-être sur Briançon, un peu plus sur la vallée, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires. Et si ce chiffre n'est pas réalisé, là par contre, on va au-devant de catastrophes économiques, mais décalées d'1 an. Donc au printemps l'année prochaine, il faudra que l'État soit encore là. Il est là en crise, mais quand ça va se calmer, qu'on va penser à autre chose, il ne faudrait pas que ça soit noyé dans d'autres préoccupations de cette période-là. Bon, ça, c'est une information à remonter aussi au plus haut plan. Je suis vraiment d'accord avec ça, parce qu'aujourd'hui, on va dans l'urgence, mais il faut voir sur du long terme. Là, on voit le court terme, mais c'est demain qu'il faudra être vigilant, parce qu'on nous fait des prêts de trésorerie, c'est bien, mais demain, ces prêts, il faudra les rembourser quand même. Et la perte de chiffre d'affaires qu'on a aujourd'hui, elle ne va pas être remplacée. Hein. Enfin, voilà. Et on va avoir des charges supplémentaires, même si c'est des taux zéro. C'est quand même de l'argent qu'il faudra qu'on rembourse et qu'on n'a pas gagné sur le moment. Donc, il faut vraiment être vigilant. C'est pour après. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais, Julien, tu disais les choses qu'on pouvait te faire remonter. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de clients à qui je conseillais de remplir cette tête des 1 500 € sur le site des impôts, sur la prise en compte du chiffre d'affaires. Entre les comptables, l'interprétation personnelle du dirigeant, de savoir quel est son chiffre d'affaires au mois de mars. Alors, il y a ceux qui regardent leurs factures, il y a ceux qui regardent leur encaissement, et il y a ceux qui se disent, bon, bah, de toute façon, moi, mon chiffre d'affaires de mars, c'est celui que j'aurai en avril, puisque j'ai facturé en mars, et j'aurai… Voilà, ça n'a pas été super clair. Et du coup, sur le site des impôts, il n'y a pas d'explication claire et nette. En cas de contrôle, par exemple, est-ce que c'est bien… le chiffre d'affaires encaissé ou le chiffre d'affaires facturé, et en fonction de la comptabilité qu'on a, il peut y avoir en plus interprétation. Donc ça reste un peu flou, on va dire. Oui, ça nous a déjà été remonté. Moi, je vais en remettre une couche. Je pense que par défaut, c'est le chiffre d'affaires effectivement encaissé. Par contre, on m'a toujours dit qu'il fallait bien dialoguer avec son administration fiscale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut mentionner toutes ces questions. Et la DGFiP essaiera tant bien que mal d'y répondre. Mais je pense que de manière générale, le gouvernement, il vient d'annoncer un plan de 45 milliards, ce qui n'est pas rien. On parle d'une récession inédite depuis la Seconde Guerre. Je pense que le gouvernement découvre au fur et à mesure des jours l'étendue des dégâts. Et j'ai entendu aussi parler d'un plan de relance, d'un plan de soutien pour l'économie touristique spécifique. Mais très sincèrement, vu ce que l'État va devoir là débourser, je pense qu'il va falloir prioriser les aides premières pour pouvoir vivre là le prochain mois. Et ensuite, je pense qu'on verra secteur par secteur ce qui peut être fait. Pour les remontées mécaniques, ce qui va être le plus embêtant à court et moyen terme, c'est la réduction des investissements qui étaient prévus cet été pour l'année prochaine. Après, et donc qui aura forcément un impact sur les futures recettes. Après, bon, si la crise sanitaire matériellement, logistiquement est enrayée, bon, je ne crois pas qu'on ait de grandes inquiétudes à avoir sur la fréquentation des massifs, hormis clientèle étrangère effectivement. Mais la montagne reste la montagne et elle est localisée à un endroit sur la planète dans les Alpes. Et donc, voilà, sauf à ce qu'on ait encore des peurs de foyers de contamination, de reprise, je pense que l'hiver prochain devrait normalement être sorti d'affaire. Ouais, Jean, mets le micro. Non, on ne va pas rester confiné jusqu'à l'hiver prochain, ça, je ne peux pas l'imaginer. Mais ce qui est fou, c'est une situation, encore une fois, qui est complètement inédite et on ne sait pas du tout où on va. Et c'est là où les mesures d'accompagnement peuvent permettre de nous aider, sauf qu'il faut faire très attention sur l'aspect contrôle et rattrapage de ces aides. Hein.
puisqu'il y a eu déjà des informations sur des aides qui ont été données et qui seront in fine contrôlées pour voir si elles devaient bien être payées. Donc moi, j'attire l'attention là-dessus. Je ne dis pas que, mais il faut vraiment être vigilant sur ce qu'on demande. Oui, tout à fait. Ok, bah écoutez, le temps avance. Ça tombe bien parce que Aymeric, tu parlais un peu des complexités de remplir peut-être cette aide de fonds de solidarité. Et parallèlement à ça, on a eu des demandes d'experts comptables qui voudraient peut-être intervenir dans ces visioconférences. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne va pas répéter encore toutes ces aides? Ou alors, est-ce qu'ils vont amener des conseils pertinents justement pour la façon de déclarer son chiffre d'affaires pour cette aide de fonds de solidarité, par exemple? Je ne sais pas, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le fais en live, en direct, pour prévoir la suite. On en est à la numéro 6 des visioconférences. C'est celle où on a le plus de monde. Au fur et à mesure, on a de plus en plus de monde. C'est super intéressant. Enfin voilà, faites-nous un petit retour. N'hésitez pas de ce que vous pensez de ces visios. Et puis peut-être à un moment donné, il faudrait qu'on se dise c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on parle de plus loin? Alors, je sais pas, je balance des idées. L'hypermondialisation, alors c'est fini. On va travailler qu'en local. Pourquoi pas peut-être faire intervenir peut-être aussi M. Pierre Leroy qui a aussi pas mal d'idées là-dessus. Voilà, je vous lance des idées comme ça en direct. Les experts comptables, je pense que c'est toujours utile de les faire venir. Chaque professionnel, on nous a entendus en tant qu'assureur et je pense que les experts comptables ont leurs pattes et leurs petits conseils utiles pour justement mieux enregistrer notre bilan à la fin de l'année. Donc, c'est maintenant qu'on peut s'en occuper. Il y a la TVA aussi à déclarer. Il y a pas mal de choses sur lesquelles ils peuvent être donneurs de bons conseils. Donc, je pense que oui, il faut pas s'en priver, surtout si en plus ils demandent. Je pense que c'est une bonne idée. Après, j'ai un sujet sur lequel je travaillais, que j'ai communiqué à tous mes clients assurés en ARC. Alors, je ne l'ai pas travaillé là, donc je ne vais pas pouvoir vous le présenter, mais si c'est un sujet qui s'intéresse, pourquoi pas. C'est sur la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire sur l'obligation de sécurité qui existe dans le Code du travail déjà, mais qui va être, à mon avis, à la fin du confinement et les mesures de sécurité qu'on va obliger à chacun, notamment en fait ce qui m'a fait travailler, qui m'a fait réfléchir à cette intervention-là éventuelle, mais je répète, si vous en sentez le besoin, c'est la remarque de Nicolas Busca sur les mesures de sécurité lors du transport de personnes. Mais ça peut être d'intervention de conseil pour n'importe qui. On parlait des restaurants avec des tables pas accolées tout à l'heure. Ça peut être des magasins donc on parlait de rafting pour l'été, mais ça peut être la désinfection des chaussures de ski pour l'hiver. Ça peut être ce magasin de meubles, les gens qui posent leurs mains. Enfin voilà, toutes ces mesures-là qui vont, à la fin du confinement, mettre en jeu la responsabilité de l'employeur. Voilà, c'est un sujet. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant d'avoir la médecine du travail quand même, parce que c'est un partenaire de l'entreprise qui doit donner des directives. On pourrait peut-être leur demander de participer, non? Parce qu'on entend dire que les masques seront obligatoires à la sortie du confinement. Oui, mais alors comment les avoir? Excuse-moi, j'entends. Confinement, moi, là, ce qui m'intéressait, entre guillemets, le sujet, c'était la mise en cause éventuelle de l'employeur sur des mesures de sécurité non prises, des mises en place. Donc oui, la médecine du travail, à mon avis, peut intervenir là-dessus. C'est des idées, c'est surtout pour excusez-moi, je finis, c'est pour préparer l'après, que quand le déconfinement et la partie économique va repartir, vous n'aurez pas le temps de prendre du temps sur ces sujets-là. Voilà. Tout à fait. Est-ce que je dois imposer à mes employés de mettre le masque? J'ai pas de réponse. Est-ce que je dois imposer? C'est le sujet. Est-ce que je dois... Voilà, excusez-moi, j'ai cru que le micro n'était pas branché. Dois-je imposer à mes employés de mettre le masque? Que va-t-il se passer s'ils ne veulent pas? Dois-je leur imposer de mettre des gants?
Peut-on me reprocher d'être resté une semaine sans protection plexiglas? Moi, ça m'intéresse. Ouais, et je pense que, peut-être avec Émeric ou Mickaël sur la partie responsabilité des mandataires sociaux, qui est la partie assurance qui existe déjà éventuellement dans vos contrats, mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on va risquer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour de formel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avant le Covid-19, la mise en place des normes de sécurité, d'hygiène dans une entreprise doit être formalisée, et peut-être qu'il profiter de ce temps-là pour se mettre à jour. Et parce que des mises en cause, il y en a très peu aujourd'hui, mais des mises en cause avec le Covid, il va y en avoir. Ouais, moi je répondrais à la question de Manu là, que c'est un peu comme la neige sur ton toit, quoi. C'est bien de prévenir les passants que la neige peut tomber. Donc moi je te conseillerais de mettre à tes salariés que tu leur conseilles de mettre un masque, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui l'adoptent. Olivier Véran ce matin disait sur BFM il pouvait ni dire oui que c'était utile, ni dire non, il disait peut-être. Donc à ce jour, le ministre de la Santé dit que c'est peut-être utile. Moi, de mon point de vue, je dirais que si j'étais chef d'entreprise, je répondrais, bon, bah, si c'est peut-être utile, prenons la mesure des précautions, affichons sur un document interne que tu recommandes fortement de le mettre, et puis s'ils ne le mettent pas, tu les auras prévenus et s'ils en sont informés, quoi. Voilà, ce n'était pas une question pour aujourd'hui, c'était une question pour la prochaine réunion, la réunion qui va venir, parce que c'est un sujet complexe et ça m'intéresse. Merci quand même de ta réponse anticipée. Petite précision, en fait, l'obligation de sécurité. Alors, je n'ai pas travaillé le sujet, de m'en excuser. Je suis en train juste de lire ce que j'ai surligné déjà. L'obligation de sécurité de résultat, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les employés. Le résultat d'un devoir de prévention dans l'entreprise, ce manquement à une obligation de sécurité établit une faute inexcusable. Ça, c'est déjà dans le Code du travail. Donc, si l'employé met en cause le chef d'entreprise qui n'aurait pas mis à disposition le masque dans le futur, même si ce n'est pas obligatoire, ça peut être considéré comme une faute inexcusable et donc un accident du travail. Bon. Donc, je pense qu'il faut garder tout ça pour la prochaine. Oui, bien sûr, parce que sinon, c'est très compliqué. C'est vachement intéressant et voilà, un super sujet pour au moins faire une partie de la prochaine visioconférence. Et un deuxième sujet auquel Didier, que tu as évoqué avec M. Leroy, c'est effectivement le changement climatique qui s'opère d'une part parce que effectivement on est confiné, donc il y a un arrêt de la production mondiale et qui fait baisser le niveau de CO2 sur la planète. Et donc ça peut aussi avoir un impact, une prise de conscience supplémentaire qui existe déjà au niveau français, puis au niveau des Hautes-Alpes. Et je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment on pourrait rebondir après cette crise pour mieux consommer, diminuer notre CO2 sur notre territoire et faire en sorte que on ait un air moins pollué. Voilà, ça pourrait être un sujet d'un prochain débat. Alors, ok, merci. Je vous rappelle que la prochaine réunion, c'est vendredi à 10h30. Momo, oui, je te laisse. Ouais, juste 2 petites minutes, parce que j'ai le directeur de cabinet qui vient de revenir, donc le bras armé du maire. Donc, éventuellement, vous pouvez lui faire passer les questions. Ce sur quoi il peut répondre, il répondra. Puis le reste, on s'engage à vous faire parvenir des réponses rapidement. Voilà. Alexandre Alves, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alexandre. Je sais il était question de voir si on participait au fameux fonds de solidarité d'entreprise, etc., que lance la région en plus. Là, il s'agit en gros… Oui, c'était au titre, excusez-moi, de la communauté de communes. En fait, très souvent, les 19 fonds qui communautés de communes qui y participent déjà, voilà, savoir si la CCB comptait y participer, si oui, à quelle hauteur. Ouais, alors, a priori, ce qui a été proposé par la région, c'est la hauteur, elle est fixée à 2 € par habitant, en fait. En gros, je crois que c'est le principe de base. Et sur le principe, nous, on est évidemment, là, il y avait Sébastien Fine et Gérard Fromm qui ont discuté juste quand j'étais sur le parking en train de remonter.
surtout qu'ils allaient valider évidemment cette action. Donc, ils vont participer et s'inscrire dans ce truc-là. Ça permet aussi d'avoir une voix, on va dire, parce qu'après, c'est des commissions qui décident de comment se gère la procédure pour redonner tout ça. Donc après, il y a un gros flou qui est là-dessus pour l'instant, mais les accords de principe sont validés néanmoins aujourd'hui. Très bien. Alors après, si vous jugez utile, suivant justement de revenir vers nous, savoir quelles sont les modalités de ces commissions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Merci. Ok, merci. Je vois que Fabienne, je ne sais pas si elle est là, il n'y a plus la caméra, mais je vois qu'elle a activé la petite main levée qu'il y a dans l'option de la visioconférence, mais je ne sais pas si elle est là en fait, si elle a une question. Ouais, alors bonjour, c'est pas Fabienne, c'est Nicolas. Pardon, Gilles Desguibert, je me permets, oui, alors bonjour à tous. Donc mon micro ne marche pas, donc je me suis permis de me mettre donc sur son écran, donc je n'ai pas eu le temps de me présenter du coup tout à l'heure. Le Gilles Desguibert, donc hébergeur. En même temps moniteur de ski, donc juste une petite précision par rapport à une prochaine intervention concernant les obligations de l'employeur. Le week-end de confinement, moi j'encadrais donc un petit groupe avec un avocat dedans spécialisé en droit social notamment. On a pu converser déjà un petit peu des problèmes futurs liés à ce confinement. Et lui, dans son activité, m'a déjà précisé qu'il s'attendait, dans les 2 ans à venir, à traiter un nombre incalculable de cas, justement liés à des cas futurs qui ressortiraient a posteriori pour traiter tous ces problèmes de droit du travail liés au fait que, justement, les employeurs n'auraient pas pris peut-être suffisamment de mesures à l'époque du confinement. Voilà. Donc, ils s'attendent déjà à traiter un nombre de cas très important d'ici les 2 ans à venir liés à cette épidémie. Voilà, hein, au niveau du droit du travail et du droit social en particulier. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, une petite information là-dessus pourrait être intéressante. C'est une certitude et c'est en fait ce qu'il faut. Ben, on en parlera, sinon on va déborder encore aujourd'hui, mais c'est vraiment en fait, il faut le formaliser. C'est-à-dire que toutes les mesures que vous prenez, formaliser, ça veut dire quoi? Il faut les faire écrire, enfin, les écrire tout simplement et les faire signer par les salariés. Déjà, avec ça, vous limiterez beaucoup de soucis de mise en cause future, mais on va développer ça et si on arrive à avoir quelqu'un de la médecine du travail, ça serait bien. Parce que vous, on peut regarder ça. Je vais regarder de mon côté, moi, éventuellement, si j'ai ça dans mon réseau d'un avocat en droit social qui peut intervenir sur ce genre de sujet. Je vais appeler. Je vais y réfléchir. Je vous fais un retour là-dessus. Ok, bah écoutez. Moi, je veux bien que, pardon Didier, je veux bien que pour la prochaine réunion, on puisse déjà étudier l'éventualité d'un modèle qu'on puisse passer à nos adhérents qui sont ouverts ou qui vont réouvrir pour qu'ils puissent faire signer ce document à leurs employés. Est-ce que c'est envisageable? Le délai me paraît court et c'est surtout que c'est un document qui va être lié à chaque activité en fait. Donc, on va avoir une trame. Je vais regarder s'il existe. Ouais, une trame. Oui, une trame, pas un document officiel. Hein. C'est plutôt. Oui, je vais d'ici vendredi peut-être pas, mais je vais le noter. Merci. Donc prochaine réunion vendredi 10h30. Je crois que j'ai pas pu laisser la parole à tout le monde. Je vois que Dominique, je vois enfin sa vidéo voilà arriver. S'il veut dire un petit bonjour ou quelque chose, non? Non. Bonjour à tout le monde. Je suis là depuis un petit moment, effectivement. J'avais un peu de retard, mais j'étais là vers -10, donc intéressant. Oui, l'orientation, sur la partie prévention, lors du déconfinement et de la reprise d'activité, il y aura tout le problème aussi de l'alimentation en masque. Je pense que ça soit imposé ou non, il faudra qu'on montre davantage de précautions de ce côté-là. Et comment s'en procurer? Est-ce que
c'est chacun une démarche individuelle? Est-ce qu'il y a une démarche groupée au niveau de la CCI, de la Chambre des métiers? Voilà, il y a ces sujets-là, entre autres. Ouais, je pense que éventuellement, peut-être que la CCB peut jouer un rôle aussi d'appui, je ne sais pas comment, mais vis-à-vis de ce point de commande groupée ou de relayer, de centraliser en fait les besoins, si ce n'est pas fait par les enseignes, par la Chambre, ou par l'UP, mais de centraliser plutôt que de faire des demandes individuelles en fait. La CCB, la commune, on a des grosses commandes qui sont toujours là. Il y a des délais qui sont hallucinants parfois, mais c'est vrai qu'on est en permanence en train de relancer, en train d'avoir des masques qui arrivent soit par centaines, soit tout d'un coup il y en a 500. Donc pour l'instant, on regarde évidemment sur les hôpitaux et puis les évidemment, mais oui, c'est pour l'après là. Là, on est dans le. Pour l'après, dans le déconfinement, ce sera évident. Mais je pense qu'un seul interlocuteur, même si l'UPE 05, la CICI, peuvent aussi avoir leurs entrées là-dedans. Il sera à temps de voir. Ouais. Si je peux me permettre, je veux dire, il faut faire très attention à la façon dont la communication s'organise. Si ça tourne en boucle sur les médias en disant que la probabilité, il faudrait qu'il y ait un masque, et que si nous, entreprises, on est déjà pénalité aujourd'hui et que demain, on ne peut pas ouvrir parce qu'on n'a pas de masque, je veux dire, il y a un moment, je vous prie de m'excuser, mais il faut arrêter de dire des conneries. Parce que c'est très marrant, enfin, je veux dire, mais il y a un moment où ça va dépasser des bornes acceptables. De quoi on va vivre, hein, je veux dire, il faut quand même être lucide. Donc nous, on est complètement à dépourvu devant des communications qui sont, je vous prie de m'excuser, mais surréalistes. C'est surréaliste. Donc, s'il faut mettre 4 masques à disposition par jour, mais vous vous rendez compte combien il y a de travailleurs et combien, même on parle dans les voitures de ne pas mettre 2 personnes en même temps dans les voitures. Et comment on va livrer? On va mettre 2 voitures pour une livraison? Non, mais enfin, je veux dire, c'est quoi l'histoire? On n'est pas sur de la visioconférence qui nous permet de révolutionner le monde. Hein. On est sur un domaine économique concret qu'on fait depuis 30 ans pour beaucoup d'entre nous et qu'il va bien falloir qu'on continue à faire pour nos enfants, pour l'économie générale, pour tout ça. Donc, il y a un moment, il ne faut pas que les politiques disent n'importe quoi. Non, ils ne disent pas que n'importe quoi, ils font n'importe quoi. J'ai deux remarques complémentaires. La première, ça concerne les hébergeurs. Moi-même étant hébergeur, je vois que les grands sites de commercialisation mettent de plus en plus l'accent sur toutes les mesures d'hygiène au niveau des hébergeurs. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place et quelle communication vous faites auprès des clients qui vont arriver notamment au début d'été. Ça, je pense qu'il y a un vrai sujet là en termes de communication. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne la prévention des recours sociaux, il y a un outil qu'il faudra, à mon avis, revoir, c'est le règlement intérieur de chaque entreprise. Parce que là, c'est un moyen aussi, par rapport à tous les nouveaux embauchés dans un domaine où il y a quand même beaucoup de saisonniers, c'est de modifier le règlement intérieur et d'intégrer tout ce qui peut être fait par l'employeur, au moins mis à disposition, et à partir de là, ça réglera aussi une partie du problème des recours sociaux. Voilà, c'était les remarques que j'avais à faire. Du coup, peut-être que tu es arrivé après, Dominique. Ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai eu une réunion avec la FRODSI sur les premiers indicateurs et différents panels qui ont été réalisés sur les clients. Après, on est sur des enquêtes. Mais ce qui se dessine, c'est que les clients qui vont venir ou ceux qui vont refuser vont être marqués dans leur esprit de l'épidémie qu'on a eue et qui seront très attentifs à l'hygiène. Donc, au-delà de l'aspect légal que les employeurs vont devoir mettre, il paraît important que vous, professionnels, vous essayez d'une manière ou d'une autre de mettre en avant le côté hygiénique que vous faites déjà avant, mais qui maintenant, il faut qu'il soit un peu plus visible.
Donc, effectivement, c'est ce que j'avais dit, Airbnb, sur son marché chinois, annonce que les appartements qui sont loués en priorité sont ceux qui ont mis du gel et qui ont montré comment ils lavent le drap, etc. Donc ça, les hébergeurs, je pense qu'il faut effectivement essayer de le montrer. Caroline, toi qui as une piscine, essayer également de mettre en avant comment tu mets la piscine pour l'été, chose que tu ne devais pas faire avant, mais à voir comment les clients peuvent interpréter ça. Ouais, nous, les piscines, on est contrôlés de toute façon à partir du moment où on ouvre, pendant la période d'ouverture. Voilà, donc avec des affichages réglementaires obligatoires à l'entrée de la piscine. Donc, par contre, on peut communiquer sur le fait que. Voilà. En fait, nous, c'est affiché. Tout le monde était. Alors, la FROTSI, excusez-moi, c'est la Fédération régionale des offices de tourisme. Voilà, parce que j'ai eu une question en privé sur ce qu'était la FROTSI. Excusez-moi, je parle avec mon lexique. Effectivement, tout le monde, que ce soit un hébergeur ou que ce soit toi ou que ce soit un restaurateur, tout le monde était dans des normes hygiéniques, mais je pense qu'il y a un an, on ne communiquait pas au grand public et que maintenant, il va falloir, comme tu dis, via les réseaux sociaux, vos propres clients, le prendre en photo ou mettre l'accent sur cela. Par exemple, pour la base de Raft, que j'expliquais, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire une petite vidéo dès qu'on aura des vacanciers cet été pour montrer comment vous stérilisez les combinaisons? Parce qu'un client qui l'année passée ne se posait pas de questions, est-ce qu'il va se poser des questions de remettre une combinaison qui a été empruntée par notre client avant? Même si tout est désinfecté. Oui, mais c'est évident. Mais on ne le disait pas avant, ouais. Mais on ne le disait pas. Il faut absolument le faire savoir. C'est comme on parlait tout à l'heure de communication du monde de l'assurance. Il faut être proactif en communication, quitte à trop en faire. Mais vraiment, voilà, il faut communiquer là-dessus, sur ce qu'on met en place. Même si on le mettait déjà en place et que ça nous paraît évident, en fait. Mais pour des gens qui ne sont pas de notre métier, peu importe le métier, des choses qui nous paraissent évidentes et qu'on sait qu'on fait depuis toujours, il faut le faire savoir. Par exemple, on peut imaginer un hôtelier sur le site internet faire une rubrique comment on nettoie les draps, etc. Bien que, évidemment, tout le monde le faisait avant, mais je pense que ça va être une communication à rajouter. Et Coralie, ça va même plus loin que ça parce que j'ai appris par des grands réseaux de type Expedia que, par exemple, s'il y avait une personne qui était atteinte du coronavirus, il faut neutraliser l'hébergement pendant 72 heures avant de le remettre en location. Donc, on voit bien que ça, si on veut creuser un peu, il y a des vrais sujets. Ah oui, tout à fait. Ok, écoutez, on a bien débordé. Ça veut dire que c'était encore intéressant. Merci à tous. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole encore une fois. Et puis, on réfléchit tous ensemble. Si vous avez des idées, n'hésitez pas sur le mail des enseignes. Pour la prochaine réunion, vendredi à 10h30. Donc, on a bien compris, peut-être les experts comptables. Et puis, peut-être toute la partie maladie. J'ai plus le nom, geste 05. Moi, je les appelle tout le temps. Là, j'ai plus médecine du travail, voilà. Et Sandrine, tu veux clôturer? Non, c'est bon? Notre animatrice a quelque chose à annoncer? Non, c'est bon, elle est peut-être partie. Écoutez, merci à tous. On reste en contact. Et puis à vendredi, 10h30. Et merci pour la qualité des interventions des assureurs. Merci à tous. Moi, je voudrais juste remercier les adhérents de ProCercheux qui suivent ce qu'on dit et qui sont présents. Je trouve ça cool. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Merci Caroline, merci Nicolas, merci Joss et à très bientôt à tous. Merci. Je peux juste intervenir avant de finir. Oui, monsieur le maire est revenu. Si je peux juste prendre la parole avant. Monsieur le maire voulait simplement vous préciser en tant que président de la communauté de communes que bien entendu, les 2 € qui sont sollicités par la région pour participer à l'effort seront versés, bien entendu. Très bien. Merci pour cette information. Si je peux finir, moi j'avais juste un petit truc à dire. Donc les visios, je trouve ça super intéressant et encore plus quand il y a autant de personnes et avec des associations différentes, des métiers différents, ça permet d'ouvrir le spectre loin et d'avoir des communications qui sont intéressantes pour tout le monde et donc je trouve ça vraiment génial. Voilà. Merci pour ce retour, Michael. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bonne journée. À vendredi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.